quelques mots de présentation. Donc moi je ne suis pas du tout familière du domaine de l'EPS. Je suis sociologue, j'étudie le système éducatif depuis assez longtemps, mais plutôt avec des enquêtes, souvent assez statistiques, enfin surtout dans ma jeunesse d'ailleurs. En vieillissant, je fais plus des essais, des réflexions plus globales. Mais donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain, ce qui me permet d'avoir une certaine connaissance du système. J'ai également fait bien sûr beaucoup d'interventions auprès de collègues de toutes les disciplines. Ces dernières années, j'ai plutôt travaillé sur les comparaisons internationales, parce qu'on a de plus en plus de données, je les évoquerai d'ailleurs, et du coup sur comment on pense la justice dans les différents pays. Donc je me suis orientée vers des choses peut-être plus de sciences politiques, sur la notion de justice, etc., dont je vous parlerai a priori pas trop, mais éventuellement je répondrai à vos questions. Alors j'avais proposé que ce titre, pour parler des inégalités sociales, est-ce que c'est une fatalité ? Et ce titre, c'est parce que j'ai l'impression qu'en France, depuis 20, 30, 40 ans, après qu'on ait eu de brillants théoriciens qui nous disent la fonction de l'école, c'est de reproduire les inégalités, etc., ça nourrit chez tout le monde. Pas simplement chez les chercheurs qui lisaient Bourdieu, mais y compris chez les parents et les enseignants et le monde éducatif, comme on dit, un certain fatalisme. Ben oui, ce sera toujours comme ça, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que les choses puissent évoluer. Donc je trouve que les inégalités sociales, ça a un côté un peu désespérant. On a l'impression qu'on a tout essayé, chaque ministre dit ça y est, moi j'arrive, tels euros, voilà je vais faire ça, ça va marcher, etc. Et puis on se dit, bon, donc dans notre pays particulièrement, et ça c'est particulier, ça on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en France, mais quand on va dans les pays anglo-saxons, on trouve qu'ils font preuve parfois d'un enthousiasme qu'évidemment on juge naïf, nous les Français, on est plus malins que tout le monde, donc oh là là, ils y croient, ils vont faire ça. Les Américains ont même un livre pour les futurs enseignants qu'ils appellent What Works, qu'est-ce qui marche ? Donc ils vont trouver des dispositifs, ils vont regarder si ça marche, et puis fleur au fusil, tout le monde va essayer de le faire, et ils y croient. Et c'est vrai que nous les Français, on fait vraiment les rabat-joie en disant ouais, mais ils ne se rendent pas compte, c'est la fonction de l'institution, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment une différence de climat qui me paraît critiquable, et qui vient vraiment de, je pense, nos sociologues. Moi, j'ai suivi les enseignements de Bourdieu-Passeron, je trouve que c'est des gens très intelligents, très malins, tout ce qu'on veut. Mais la façon dont leurs théories ont été diffusées, simplifiées parfois, fait qu'on pense que voilà, la fonction de l'école c'est ça, il y a des héritiers, enfin vous avez tous appris ça dans votre formation, on a tous une certaine connaissance de ces théories. Et donc on est volontiers fataliste. Alors ce qu'on a découvert depuis que Bourdieu et Passeron, enfin soit sont morts, soit sont retirés de la vie scientifique, c'est les comparaisons internationales. Du temps de Bourdieu et Passeron, il n'y avait pas de comparaison internationale. Donc il pouvait avoir l'impression que le système français et l'école, ça fonctionnait comme ça, partout pareil. Ils ont une théorie qui est peu située finalement. On ne sait pas si c'est en France ou dans l'univers. C'est peu daté. On a l'impression que c'est comme ça, que ce sera toujours comme ça. Depuis qu'on a des comparaisons internationales, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des pays où il y a autant d'inégalités de revenus, donc d'inégalités entre les familles que chez nous, et où pour autant, les inégalités entre les élèves sont beaucoup moins marquées. Ça intrigue évidemment, parce que d'après Bourdieu-Passeron, on dit du moment que les familles sont inégales, voilà, il y a des héritiers, il y a des initiés, et tac, ça se reproduit en termes d'inégalité, de réussite. Donc les comparaisons internationales, bon, c'est pas magique, elles sont délicates, il y a plein de défauts, il y a plein de problèmes, on en reparlera, mais elles bousculent ce fatalisme. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des pays où ça fonctionne en gros selon le modèle à la Bourdieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales entre les familles, inégalités de revenus, et il y a beaucoup d'inégalités à l'école. Par exemple, ça va être les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni. Ça, c'est des pays, c'est bien conforme à ça. La France étant toujours au milieu, nous on est toujours au milieu de la comparaison. Et puis il y a des pays qui, à l'inverse, il n'y a pas beaucoup d'inégalités de revenus, il n'y a pas beaucoup d'inégalités à l'école. C'est aussi conforme à la théorie de Bourdieu. Ça va être les fameux pays du Nord, qu'on nous montre toujours en exemple. Les inégalités entre familles sont limitées, modérées, et les inégalités entre les élèves le sont également. Mais il y a des vilains petits canards, c'est-à-dire qu'il y a des cas où ça ne marche pas si bien que ça, selon le modèle de la reproduction. On a par exemple des pays comme le Japon, mais aussi pas mal de pays de l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, où il y a pas mal d'inégalités de revenus, les familles sont inégales, et où pourtant
les élèves sont assez égaux, les performances des élèves sont assez égales. On dit, tiens, comment font-ils? Et à l'inverse, on a des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la France, où les inégalités de revenus sont modérées, à l'aune des comparaisons, hein, bien sûr, les familles ne sont pas trop inégales, et où pour autant, les performances des élèves sont assez inégales. Ah, donc il y a un déboîtement, hein, on a des cas qui échappent à ce modèle un peu mécanique, hein, de qui dit inégalité entre les familles, dit inégalité de performance entre les enfants. Donc les comparaisons stimulent, elles se disent, ben, c'est peut-être pas si ficelé à l'avance que ça. Donc évidemment, après on va regarder ce que font, hein, les pays qui sont plus égalitaires, hein, et d'autres qui sont moins, on va regarder tout ça. Alors je parlerai de ces comparaisons et des problèmes qu'elles posent, mais avant de revenir aux comparaisons, je vais déjà essayer de faire une sorte de portrait des inégalités sociales en France. Hein, et puis on regardera après comment font-ils justement ces autres pays. Alors quand on parle du système éducatif français, en général on le dénigre évidemment, et on le dénigre en disant 1. Le niveau des élèves est médiocre, 2. Il y a des inégalités. Alors ça aussi d'ailleurs, les comparaisons internationales rendent quand même moins tranché, parce que pour les étrangers, on a un super système éducatif. Chaque fois qu'on voit des collègues européens, ou a fortiori d'autres continents, l'école française passe pour être vraiment très très bonne, de très bonne qualité, etc. Bon, la qualité c'est toujours relatif. Ce qui intrigue, ce qui gêne, ce qui désole même dans notre pays, c'est qu'on a une frange d'élèves très faible, qu'on va retrouver à l'âge adulte, sans savoir lire, hein, ça on le sait régulièrement, vous avez les épreuves que passent les jeunes à la journée d'appel à la défense, hein. Lors de ces épreuves, on voit qu'on a à peu près 10% de jeunes, c'est des jeunes adultes à cet âge, hein, de jeunes des deux sexes, qui sont des lecteurs médiocres, et médiocres c'est quand même pas très bon, et 12% qui ont vraiment de grosses difficultés de lecture. Ça fait 22, hein, ça fait quand même plus d'un jeune sur 5, hein, qui à 18 ans a du mal avec l'écrit. On se dit, vu les moyens qui sont quand même globalement considérables qu'on met dans le système éducatif, il y a quand même un problème. Donc c'est vrai qu'on a un problème, et ce problème, on va le retrouver à toutes les étapes du cursus. On a un noyau dur d'élèves faibles qui va nous tirer vers le bas dans les comparaisons internationales, alors que les élèves moyens et forts, comparativement, sont d'un très bon niveau, et c'est cela que voient nos collègues étrangers, bien entendu, hein, ils visitent quelques lycées d'excellence, ils disent oh là là, les Français c'est super, etc. Mais c'est à la fois vrai et faux, hein, c'est vrai et faux, ils devraient visiter une gamme plus ouverte d'établissements, et ils verraient qu'on a un problème vraiment avec les élèves faibles. Alors, ces difficultés, on les voit apparaître, bien sûr, dès l'école primaire, hein, la plupart d'entre vous, j'imagine, vous êtes dans le secondaire, dès le niveau primaire, dès le premier contact avec l'école, certains élèves vont être en difficulté, et ces difficultés vont être très marquées par le milieu social de l'enfant. Hein, c'est vraiment le déterminant le plus important. Bon, à côté, bien sûr, il existe d'autres facteurs. On dira, ah ben oui, mais les petits garçons vont avoir un peu plus de mal en lecture, les enfants d'origine étrangère vont avoir plus de mal. C'est-à-dire pas si clair, parce que quand on tient compte de leur milieu social, c'est pas si net. Il y a quelques groupes ethniques qui ont des difficultés spécifiques, mais globalement, c'est vraiment la situation sociale, hein, des parents qui pèse, sachant que cette situation sociale, elle est bien sûr liée au niveau d'instruction, hein, qui est lui-même faible. Les autres facteurs étant vraiment beaucoup moins importants. Donc, dès les premières évaluations, hein, à l'école élémentaire, on voit apparaître des inégalités de performance qui concernent aussi bien le français, enfin la lecture, hein, à cet âge surtout, que le calcul. Ça, c'est un point important, parce que dans l'imagerie bourdieusienne, on a souvent l'idée, les inégalités culturelles, etc., sont très importantes. Ce qu'on voit, c'est que le calcul pose autant de problèmes à ces enfants que la lecture ou l'orthographe. Donc là, ça apparaît dans les épreuves d'évaluation, par exemple, que les élèves passent au CE2, hein, donc on voit apparaître des écarts très significatifs. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, d'après les enquêtes du ministère elle-même, hein, le niveau moyen des élèves
a plutôt baissé au niveau de l'école élémentaire, tel que mesuré en CE2, et surtout le niveau des élèves faibles, que ça soit en lecture ou en calcul. Depuis 87 pour le calcul, depuis 97 pour la lecture, on voit un décrochage des élèves les plus faibles. Et donc, qui dit décrochage des élèves les plus faibles, dit plutôt une tendance à l'accroissement des inégalités de réussite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Moi, j'ai quelques hypothèses, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais qui n'ont pas été testées. Donc, on ne sait pas trop. Sachant que ces difficultés des enfants concernent quand même surtout l'orthographe, la lecture, mais pas, par exemple, si on leur fait faire des épreuves de compréhension de l'écrit, des épreuves de rédaction, des épreuves de ponctuation, ce qu'on fait parfois en fin d'élémentaire, le décrochage n'est pas si net. De toute façon, chaque fois qu'on observe le niveau des élèves, quand on dit le niveau baisse, le gros truc, c'est l'orthographe. Le reste, en général, c'est beaucoup moins catastrophique. Mais là, c'est assez préoccupant, cette baisse qu'on décèle depuis pas très longtemps au niveau de l'école élémentaire. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que ces élèves qui peinent au niveau de l'école élémentaire, ils vont bien sûr rentrer au collège, et les progressions des élèves, c'est pas à vous que je vais le dire, elles ont de nature cumulative. On progresse d'autant mieux qu'on a déjà un certain niveau. Donc ces élèves qui rentrent au collège en ayant du mal à lire, ça va être évidemment catastrophique quand ils vont ils vont être confrontés au programme du collège. Donc les progressions vont se faire par boule de neige, c'est cumulatif. Et le problème de l'école, c'est que ce retard n'est jamais rattrapé. Il va plutôt s'accentuer avec le temps et devenir vite difficile à compenser. Alors évidemment, on ne peut pas jeter la pierre à l'école élémentaire comme ça. Il faut aussi rappeler d'autres résultats de recherche qui montrent que dans les inégalités de réussite qu'on voit en fin d'école élémentaire, la moitié environ était déjà là à l'entrée à l'école élémentaire. C'est-à-dire que les élèves sont déjà très inégaux quand ils rentrent au CP. Donc l'école élémentaire ne parvient pas à resserrer cet écart, elle le laisse s'accroître, disons, mais il y a déjà des gros problèmes à l'entrée. Et donc ce qui montre bien que une part de ces inégalités s'est produite avant l'école, dans la famille, ça c'est assez bourdieusien si on veut, si ce n'est que ces inégalités, elles concernent aussi bien l'étendue du vocabulaire, dont on parle beaucoup dans les médias, c'est vrai qu'il y a des grosses différences de vocabulaire, mais il y a aussi des différences au niveau de l'aisance graphique, au niveau de la structuration dans l'espace, tout ce qu'on appelle les prérequis pour apprendre à lire. Les psychologues ont des tests qui mesurent les aptitudes nécessaires pour apprendre à lire, et sous tous les plans, il y a des inégalités selon le milieu de l'enfant. Et ces inégalités ne sont pas toujours très comprises, y compris par les psychologues. Je ne pense pas que les neurosciences apportent des lumières, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait des différences de fonctionnement cérébral selon que le papa est ouvrier et classe supérieure. Les sociologues sont un peu sceptiques par rapport à cette piste-là. Il y a d'autres pistes, plus simples, plus matérielles, voire matérialistes par exemple. On sait par exemple que l'espace dont dispose un enfant est quelque chose qui joue sur son développement intellectuel. On a des travaux très anciens mais qui ont été réactualisés par des chercheurs de l'INSEE il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un facteur tout à fait économique qui va jouer sur le développement de l'enfant. On a aussi des travaux de psychologues sur les pratiques éducatives des parents. Les pratiques éducatives des parents qui ont été observées de façon parfois assez subtile, du style on regarde par exemple les règles de vie de l'enfant. Est-ce que l'enfant est soumis dans sa vie quotidienne à des règles relativement strictes, mais avec des exceptions qu'on peut négocier. Il y a des analyses, là aussi je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, qui montrent qu'il y a des pratiques éducatives qui sont plus favorables au développement intellectuel. Vous avez tous, j'imagine, pendant vos études, entendu parler des théories du développement de l'enfant, de Piaget, etc. Vous savez que pour Piaget, pour qu'un enfant se développe, il faut à la fois qu'il soit dans un environnement avec des régularités, des choses qui se répètent, mais aussi des perturbations, disait Piaget. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours pareils. Pour progresser, il faut que de temps en temps, il y ait un obstacle et qu'il apprenne à le dépasser. C'est la même chose qu'on observe pour les pratiques éducatives. Il faut que l'enfant soit dans un environnement de règles. Par exemple, tous les soirs, il doit se déchausser quand il rentre de dehors. Mais il faut qu'il y ait des exceptions. C'est-à-dire si vraiment il fait très très beau, peut-être on ne lui demandera pas de se déchausser. Disons que l'enfant apprend ainsi que il faut qu'il déchiffre ce qui se passe. Il y a effectivement des règles, mais il peut comprendre pourquoi il y a des perturbations
Et les psychologues montrent que ceci est favorable à son développement cognitif et l'aidera à l'école quand il sera confronté à des difficultés. Il apprendra à dire qu'est-ce qui se passe et ça l'aidera à avancer. Donc il y a beaucoup de recherches de ce type. Il y a aussi bien sûr beaucoup de recherches et peut-être plus largement diffusées sur la confiance que les parents ont dans les capacités de leur enfant. Il y a eu des expériences de psychologues assez intéressantes. On demandait, c'est expérimental, donc on met une mère ou un père de famille avec son enfant de 4-5 ans, et on lui dit apprenez à votre enfant ce que c'est qu'un carré par exemple. Et on regarde ce que font les parents, comment ils s'y prennent, etc. Et il y a beaucoup d'observations assez intéressantes qui montrent que dans les familles peu instruites, on va être beaucoup plus directif. Et dans les familles moins instruites, on va être plus directive, et plus instruites, on va laisser plus l'enfant tâtonner, essayer de trouver une méthode, le laisser faire, etc. Et derrière ça, il y a des différences de confiance des parents dans les capacités de leur enfant. Il peut y arriver. Donc on va le laisser un peu tâtonner, il peut y arriver. Donc il y a des choses comme ça qui aident à comprendre que les tout jeunes enfants arrivent inégalement, d'abord, avec une certaine confiance en eux, mais même outillés sur le plan cognitif pour aborder les apprentissages scolaires. Alors ça vous paraît peut-être trivial, mais c'est assez contraire à la théorie de Bourdieu. Pas contraire, mais c'est pas tellement bourdieusien cette affaire-là. Parce que pour Bourdieu, un des problèmes de l'école, c'était l'arbitraire culturel. C'est-à-dire, il y avait un langage particulier qui était arbitraire, et puis il y a des enfants qui n'étaient pas en phase avec cet arbitraire. Là, on se dit, si vraiment, de par les pratiques éducatives, les enfants acquièrent des outils cognitifs, est-ce que c'est arbitraire qui leur permettront de faire du calcul, de la structuration dans l'espace, des choses comme ça? Est-ce que tout est arbitraire dans l'arbitraire? Et d'ailleurs, Bourdieu lui-même, à la fin de sa vie, a fait quelques textes en disant oui, peut-être qu'il n'y a pas que de l'arbitraire culturel, il y a peut-être aussi des vraies inégalités dans les conditions de vie qu'il faut prendre au sérieux. Et d'ailleurs, il y a des pays qui les prennent au sérieux. Il y a des pays où on fait de l'éducation parentale pour essayer de réfléchir avec les parents sur cette façon d'apprendre des choses à leurs jeunes enfants. Mais bon, en France, on pense que la liberté des familles, c'est sacré, il ne faut surtout pas s'imiter. Donc là aussi, on est un peu bloqué dessus. Bref, toujours est-il que ces enfants inégaux qui arrivent à l'école, à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire, n'arrivent pas à égaliser les chances. Même l'école maternelle, qui souvent a des effets positifs sur les attitudes des enfants, peut les faire progresser un peu plus, un petit peu, mais c'est pas très durable. Donc, bon, ceci dit, c'est l'école maternelle telle qu'elle fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter le concept d'école maternelle à la poubelle. D'ailleurs, les pays du Nord, dont les performances des enfants sont si égalitaires, ont des systèmes de prise en charge de la petite enfance qu'on pourrait les regarder. Mais notre école maternelle telle qu'elle est n'est pas pour le moment une solution miracle, même si tout le monde est d'accord que c'est mieux de la développer, notamment à 2 ans dans certaines zones, etc. Mais on a un problème pour égaliser les performances des enfants, donc remettre les compteurs à zéro. On n'arrive pas à remettre les compteurs à zéro avec des enfants inégaux. Et ça, c'est évidemment un problème assez grave si on voit l'égalité des chances.